Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, mais également la dernière de l'année 2024. J'espère qu'elle vous plaira et je voudrais en profiter pour vous remercier tous d'avoir suivi la chaîne au cours de cette année. Je remercie les nouveaux abonnés, ceux qui sont arrivés au cours de l'année. Je remercie bien sûr aussi ceux qui ont vu les vidéos mais qui ne se sont pas abonnés. Ce fut une année particulière car j'ai testé des nouveaux trucs. Certaines choses ont marché, d'autres un peu moins, mais globalement je suis plutôt content. J'espère que vous êtes aussi content des vidéos que vous avez pu voir. Aujourd'hui, pour conclure l'année 2024, nous allons voir ensemble 5 histoires d'horreur qui se sont déroulées en France, partagées par des personnes comme vous et moi, mais cette fois-ci chez nous. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram si vous souhaitez voir les coulisses de la chaîne, si vous souhaitez m'envoyer peut-être une histoire qui vous est arrivée à vous, pour que je la repartage ensuite dans une vidéo spéciale abonnée. Je remercie tous ceux qui le feront, et si maintenant vous êtes prêts, bien installés, j'espère que vous êtes prêts à découvrir en ma compagnie ces différentes histoires. La première histoire que je vais vous partager sera celle de quelqu'un que nous appellerons Sophie. Nous sommes au cours de l'hiver 2020. Sophie avait emménagé dans son premier appartement avec son petit ami que nous appellerons Maxime. Sous le logement, il y avait un parking et depuis le balcon de l'appartement du couple, on pouvait voir les voitures qui y étaient garées. Un week-end, Maxime était parti au cours de la journée chez ses parents et il était revenu plus tard dans la journée aux alentours des 20 h. Donc Sophie, toute la journée, était restée complètement seule. Une fois le couple s'étant retrouvé, ils ont dîné et ensuite, ils ont décidé de s'installer dans leur chambre pour parler un petit peu, pour que chacun puisse se raconter sa journée. Les volets de la chambre à ce moment-là étaient fermés, mais ceux par contre du salon étaient ouverts. Toutes les lumières étaient éteintes, l'obscurité était bien installée, donc de l'extérieur de l'appartement, on pouvait penser soit que tout le monde dormait, soit que l'appartement était vide. Environ 20 minutes après avoir commencé à discuter, un bruit se fit entendre. C'était le bruit d'un claquement, suivi quasiment immédiatement du bruit d'une poignée de porte. Sophie et Maxime l'ont bien entendu, et en entendant ces fameux bruits, surpris, ils se sont tous les deux figés. Le silence est revenu, quelques secondes à peine, car les mêmes bruits se sont fait ensuite de nouveau entendre. C'est à ce moment-là que le couple comprend que ce bruit vient de la porte d'entrée de l'appartement. Pour eux, c'est clair, quelqu'un essayait d'ouvrir la porte, mais de l'intérieur. Tout de suite, une explication semble se présenter dans la tête de notre couple. Quelqu'un a réussi à s'introduire dans le logement et cherche à partir par la porte d'entrée pour pouvoir faciliter l'extraction des objets qui ont été volés. De plus, ce qui alimente cette hypothèse, c'est que le portail permettant d'accéder à la résidence où vivent Sophie et Maxime est un portail qui normalement est censé être bien sécurisé, mais il tombe régulièrement en panne. Et au moment des faits, c'était le cas. Donc n'importe qui pouvait s'immiscer dans la résidence. Maxime dit à Sophie de rester dans la chambre pour sa sécurité pendant que lui va voir ce qu'il en est. Sophie, de la chambre, entend son petit ami crier « Qu'est-ce que tu fais là? Casse-toi !» C'est certain, un homme s'était introduit dans leur logement. Elle n'entendait pas forcément grand chose à part les cris de Maxime. Elle entendait quelques gémissements qu'elle n'arrivait pas vraiment à expliquer. Elle avait l'impression que c'était comme si un enfant avait été pris sur le fait de quelque chose qu'il ne devrait pas. Il se trouve qu'en fait, Maxime a bel et bien vu un cambrioleur qui a paniqué en le voyant. Cet homme s'est précipité sur le balcon et il a sauté du premier étage. Lors de sa chute, il a réussi à ralentir en s'agrippant à la terrasse, mais ensuite il est tombé sur le toit d'une voiture et pendant la chute, il n'a pas oublié d'insulter Maxime. Maxime est ensuite revenu dans la chambre, il a tout expliqué à Sophie. Sophie bien sûr est d'abord sous le choc, mais rassurée par la présence de son petit ami, décide enfin de sortir de la chambre. Le constat de ce qui a été volé est plutôt rapide. Une montre et un ordinateur portable. On voyait encore les traces de mains sur la baie vitrée, montrant clairement par où le cambrioleur était arrivé. Alors ensuite, la police a été contactée. La police a demandé si l'homme était toujours présent ou visible, mais il avait déjà disparu. Alors la police a dit à Maxime et Sophie de venir porter plainte le lendemain. Ils n'ont pas voulu prendre la peine de se déplacer. Le couple a ensuite essayé de dormir, mais naturellement, ayant eu une intrusion dans leur domicile, ils n'y arrivaient pas. Donc ils ont préféré prendre quelques affaires, le nécessaire, pour aller passer une nuit à l'hôtel. Les jours qui ont suivi, le couple était victime d'une angoisse permanente. L'angoisse que cet individu pouvait revenir, que n'importe qui même
pouvaient s'introduire dans leur domicile assez aisément. Et plus tard, ayant quand même subi des vols, ils ont fait appel à un expert en assurance afin de constater ce qu'il s'est passé, et cet expert a dit qu'il était en fait extrêmement facile de s'introduire dans un domicile grâce à une baie vitrée. Et effectivement, ayant été cambriolé il y a de ça maintenant quelques années, le cambrioleur, dans mon cas aussi, s'était introduit dans la baie vitrée, parce que quand on essayait de l'ouvrir alors qu'elle était fermée, il y avait un petit jeu, et ensuite avec un pied de biche, il était facile de la forcer. C'est peut-être ce qui s'est passé là dans le cas de Sophie et Maxime. Après les événements, Sophie a toujours été mal à l'aise. Et son malaise n'a fait que grandir, car elle nous dit que à côté de son logement, il y a un hôpital psychiatrique. Et elle voyait de son balcon des patients de l'hôpital qui parfois la regardaient alors qu'ils étaient dans le jardin de l'hôpital. Elle s'est demandé si l'intrus venait de cet hôpital, peut-être qu'il s'était enfui, mais finalement, d'autres éléments s'ajoutant à cette histoire ont fait que le couple a préféré déménager. Effectivement, un jour, Sophie a vu la vitre de son véhicule brisée, et des affaires personnelles qu'elle avait à l'intérieur ont été volées, donc le cambriolage plus ça l'ont poussé à quitter les lieux avec son petit ami pour se sentir mieux dans un endroit peut-être plus sécurisé. C'est ce qui a été fait. L'endroit où vit maintenant Sophie et Maxime est beaucoup plus rassurant, mais une question demeure toujours dans la tête de Sophie, c'est qu'est-ce qu'il se serait passé si jamais elle avait été seule, que Maxime avait préféré rester chez ses parents, ou si il avait pris du retard, ou s'il était rentré encore plus tard. Est-ce que cet individu s'en serait pris à elle? Qui sait? Ça, nul ne peut le dire, et je préfère que l'histoire termine comme elle a été racontée, plutôt que de découvrir des choses encore plus malsaines. Dans cette seconde histoire, je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que nous appellerons Emma. Elle nous explique qu'au moment des faits, elle était âgée de 16 ou 17 ans. Nous sommes à la fin du mois d'août au cours de l'année 2023 et elle venait tout juste de rentrer de vacances avec sa cousine Léa qui elle était âgée de 28 ans. Le soir même de leur retour, n'ayant pas forcément envie de se faire à manger, elles ont décidé de se faire livrer quelque chose, de commander. Il était environ 22h30 et l'application disait que la commande était censée arriver vers 22h50. Donc 20 minutes après avoir passé la commande, là, le livreur a envoyé un message disant qu'il était arrivé sur place. Emma a décidé de descendre pour aller récupérer leur nourriture, elle avait faim, elle a pris les clés de l'appartement mais aussi le badge du bâtiment où se trouvait l'appartement. Elle sort donc de l'immeuble et dehors, elle voit qu'il y a une voiture. Sa voiture est garée juste en face de l'entrée, donc naturellement elle pense que c'est le livreur qui vient lui apporter sa commande. Elle s'approche donc du véhicule et là, elle croise deux hommes. Pour l'histoire, nous les appellerons Lucas et Karim. Ces hommes sortent du véhicule et Emma leur demande « Est-ce que c'est vous qui avez ma commande ?» Ils répondirent que non, donc Emma était un peu mal à l'aise, elle s'excuse et elle attend donc que le livreur daigne bien se montrer. Elle retourne tranquillement en attendant vers l'entrée de son bâtiment et c'est là que Karim, une des personnes qui était dans le véhicule, l'interpelle en disant « Tu es toute seule ». Instinctivement, Emma répond que oui. Elle ne se pose pas d'autres questions, d'ailleurs elle n'a pas le temps de réfléchir car tout de suite, Lucas, l'autre homme, répond « Est-ce qu'on peut se joindre à toi ?» Emma ne comprend pas le sens de cette question, elle dit donc « Pardon » et c'est là que Karim va dire « On pourrait bien s'amuser nous trois, tu verras, tu vas aimer ». Emma comprend que quelque chose ne va pas, elle commence à être pétrifiée, elle répond un non assez timide, et Lucas va dire « Si, tu vas venir avec nous ». Tout de suite, le cœur d'Emma s'emballe. Elle sent qu'elle est paralysée et que si elle n'agit pas, il va se passer quelque chose. Soudainement, Karim se rapproche d'elle et lui saisit le bras. Il commence à la tirer. Emma comprend qu'il essaye de l'amener jusque dans sa voiture. Elle essaye de se débattre, mais l'emprise de Karim sur son bras est trop forte. Emma est poussée à l'intérieur du véhicule. Elle se débat. Karim lui met une gifle pour qu'elle arrête de bouger. Et Emma sent qu'il essaye de lui enlever son short. Et c'est là, dans un ultime recours, qu'Emma pense à quelque chose. Elle avait les clés de l'appartement dans sa poche et elle sait qu'elle peut s'en servir comme arme. En tout cas, elle n'a rien à perdre à essayer. Donc, elle les prend et elle arrive à planter la clé dans la main de Karim qui recule de douleur. Elle en profite pour lui donner un coup dans ses parties intimes et pour se relever rapidement de la banquette arrière du véhicule. Les deux hommes comprennent qu'ils n'arriveront pas à atteindre leur but, donc ils commencent à vouloir rentrer dans leur véhicule pendant qu'Emma, elle, profite de cette occasion pour retourner dans le bâtiment. La voyant presque à portée, les hommes, Karim et Lucas, décident de retenter leur chance. Ils se précipitent vers Emma. Et heureusement, Emma arrive à s'enfermer dans le bâtiment juste avant que les deux hommes ne l'atteignent. Les hommes, en colère, frappent contre la vitre de la porte, disant qu'ils vont la casser si jamais elle n'ouvre pas. Emma, elle,
quitte les lieux. Elle se précipite dans les escaliers pour retourner dans l'appartement. Une fois devant la porte, elle a du mal à l'ouvrir, ses mains tremblent. Elle arrive finalement à rentrer et là, sa cousine Léa ne comprend pas pourquoi Emma est terrorisée, pourquoi elle n'a pas récupéré la commande, et c'est là qu'elle va tout raconter. Les deux filles se précipitent ensuite vers la fenêtre et constatent que les deux hommes retournent vers leur véhicule et prennent la fuite. Cet événement a profondément marqué Emma, elle n'en a jamais parlé à ses parents car elle se sent coupable. Autre détail, le fameux livreur qui devait apporter la commande n'était pas là au moment où Emma est descendue car il s'était trompé de ruelle. Encore un autre point, Emma avait déjà vu l'un de ses agresseurs, le fameux Karim. C'était quelqu'un qui connaissait son père, qu'il saluait, à qui il disait bonjour, même après les événements, comme si de rien n'était. C'est là que son témoignage se termine. Emma, si tu regardes la vidéo, tu n'as absolument rien fait de mal. Le problème, ce sont ces deux individus qui ont eu ces envies malsaines à ton égard, qui ont probablement déjà eu ce même type d'envie vis-à-vis de d'autres personnes. Je pense qu'on peut comprendre que tu n'aies pas eu envie d'en parler, mais sache que tu n'as pas à avoir honte. Ceux qui devraient avoir honte, ce sont ces deux individus, et j'espère qu'ils ont pu être mis hors d'état de nuire avant d'essayer de faire la même chose à quelqu'un d'autre. Toi, tu as été extrêmement courageuse, tu as réussi à te sortir de cette situation, et plutôt que d'avoir honte de ce qui s'est passé, tu peux plutôt être extrêmement fier de toi. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous raconter ce qu'a partagé Maxime. Maxime nous explique que depuis qu'il est enfant, il a une phobie bien particulière, mais je pense que c'est plutôt commun. Cette phobie, c'est de se retrouver nez à nez avec un cambrioleur. Il avait cette peur, mais pas forcément la peur de se trouver face à face avec un inconnu dans la rue qui pourrait avoir des intentions malsaines vis-à-vis de lui. C'est vraiment le fait que quelqu'un s'introduise dans son espace où il se sent en sécurité. Et son histoire prend place une semaine avant les vacances du mois d'octobre. Le lundi, il était allé en cours, comme il avait l'habitude de le faire, mais il est tombé malade et donc le reste de la semaine, il est resté chez lui. Mardi, mercredi, toujours malade, mais le jeudi, là, il se sentait un peu mieux. Donc, allant mieux, il a décidé le jeudi soir de jouer à la console avec un ami, et pendant qu'ils étaient en train de jouer, il parlait un peu de tout et de rien. Et c'est donc là qu'il a mentionné le fait qu'il avait peur de se retrouver un jour face à un intrus chez lui. Le lendemain, le vendredi matin donc, Maxime est allé à l'école se sentant mieux, mais en partant, il avait comme un mauvais pressentiment. Il en parle à sa mère, il dit qu'il ne se sent pas d'aller à l'école, il a un mauvais feeling vis-à-vis de la journée, il ne sait pas si c'est forcément dû au fait qu'il était malade, qu'il allait replonger un petit peu, mais quoi qu'il en soit, sa maman se disant que bon, il ne reste qu'15 jours avant le week-end, qu'est-ce que ça peut être un jour de plus, donc elle accepte, bien sûr, exceptionnellement. Plus tard, vers midi, la grand-mère de Maxime, qui savait qu'il ne se sentait pas très bien, lui a proposé soit de venir manger à la maison, soit qu'elle apporte directement un petit truc qu'elle avait préparé. Étant encore une fois un cas exceptionnel, Maxime a dit bah tiens, apporte-moi quelque chose, ça me fera plaisir. À midi et quart à peu près, sa grand-mère le rappelle pour lui dire que son grand-père va bientôt partir. Pour contextualiser un petit peu la maison de notre ami, il nous dit qu'il y a 2 étages, le rez-de-chaussée, ensuite un premier étage, et ensuite un deuxième étage qui est en fait une terrasse accessible uniquement par l'extérieur. Maxime était donc au rez-de-chaussée, il regardait la télévision tranquillement, et c'est là qu'il a aperçu quelque chose passait devant la fenêtre, et donc intrigué, il est allé voir, mais il n'a rien vu de spécial. Une minute plus tard, il se dit que son grand-père est censé arriver bientôt, donc il ouvre une porte-fenêtre, comme ça son grand-père pourra accéder à la maison plus facilement. Et c'est là, en ouvrant la porte, que Maxime voit quelqu'un qu'il ne connaît pas à une dizaine de mètres de lui. Cet homme était devant le portail, donc il n'était pas tout de suite sur sa propriété, mais par contre, il a remarqué que cet individu semblait regarder en hauteur, au-dessus de Maxime. Alors Maxime a essayé de trouver ce que pouvait bien regarder l'homme, et il l'a vu. Il y avait un homme qui était à 2 mètres au-dessus de lui, clairement sur sa terrasse. Maxime a demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» et les hommes qui ne parlaient pas français ont répondu avec quelques mots balbutiés qu'ils avaient besoin d'eau. Ne voyant pas tout de suite un problème, n'étant pas choqué plus que ça, Maxime a dit qu'il allait leur remplir une bouteille d'eau, plutôt gentil. Il a donc fermé la porte, il est ensuite allé à l'étage pour remplir la fameuse bouteille d'eau, et il la donna ensuite à l'homme qui était à l'extérieur. Peu de temps après, c'est son grand-père qui est arrivé, et là Maxime a tout raconté. C'est quand même une situation assez cocasse. Son grand-père a donné la nourriture à Maxime, il est reparti, et quelques minutes après, quelqu'un a sonné chez lui. Maxime se dit que c'est peut-être un des 2 hommes qu'il a vu, mais non, en réalité c'était son grand-père qui revenait pour dire qu'il avait aperçu les 2 individus avec la bouteille d'eau complètement vide, et tout de suite, dans la tête de Maxime, tout fait sens. Il se dit que ces 2 individus étaient des cambrioleurs et qu'ils utilisaient simplement l'excuse de chercher de l'eau si jamais ils étaient surpris. Heureusement
Ils ont raté leur coup, Maxime est retourné vaquer à ses occupations en étant quelque peu paranoïaque, il faisait attention à tout ce qu'il pouvait se passer dehors, à tout ce qui semblait sortir de l'ordinaire, et c'est vers 18 h que quelque chose a capté son attention. Il y avait un véhicule de police garé devant la maison d'un de ses voisins. Curieux, il est allé voir ce qu'il en était, et tout de suite, il s'est rendu compte que ce qu'il avait pensé n'était pas si éloigné que ça de la vérité. Un de ses voisins avait été cambriolé. En entendant cela, Maxime s'est dit qu'il avait en fait évité de justesse un cambriolage de sa propre maison. Donc, ayant parlé à la police de ce que lui-même avait vécu, ils lui ont dit le lendemain de passer au commissariat pour témoigner de ce qui s'était passé. Il l'a fait, et depuis, il n'y a plus eu d'incident similaire. Heureusement d'ailleurs, Maxime lui se dit que sa maison l'a échappé belle, et il est quasiment persuadé que les deux individus qu'il a vus sont ceux qui ont cambriolé la maison de ses voisins. Pourquoi ? Parce que si c'était que des vagabonds, il n'y avait aucune raison que ces personnes passent par le lotissement où se trouvait la maison de Maxime. C'était un endroit isolé, sans commerce. Si on était là, c'était uniquement parce qu'on vivait ici. Il n'y avait pas de route qui permettait d'aller ailleurs. Donc cette histoire, au final, n'a fait que renforcer sa phobie d'être nez à nez avec un cambrioleur. Dans la situation qu'a présentée Maxime, il n'a pas eu cette peur parce que les individus n'étaient pas directement chez lui. Ils étaient à l'extérieur, et il explique bien que sa phobie, c'est vraiment de sortir de sa chambre et de voir un mec qu'il ne connaît pas dans le couloir, pas de les voir dehors devant son portail. Je préfère ajouter la chose pour que vous voyez vraiment le sens de l'histoire. Dans ce quatrième témoignage, je vais vous partager ce que nous raconte Sophia. Sophia nous dit que tout s'est passé quand elle était âgée d'environ 19 ans. Elle vivait dans une ville où il ne s'était jamais rien passé de spécial, où elle se sentait d'ailleurs plutôt bien, mais elle a vécu au cours d'un mois de septembre, récemment avant le partage de son témoignage, quelque chose qui l'a marqué à vie. Comme à son habitude, elle rentrait chez elle des cours et elle devait, pour arriver à son domicile, prendre le bus. Elle est donc descendue à son arrêt et elle a entamé le trajet à pied jusqu'à sa maison. C'était à environ 5 minutes à pied de l'arrêt de bus, donc un trajet plutôt rapide en soi. Et alors qu'elle marchait, elle a remarqué un véhicule qui semblait rouler assez lentement à côté d'elle. Intriguée, elle a simplement jeté un petit coup d'œil et c'est là qu'elle a vu le conducteur baisser la vitre. Et donc, du côté passager, et donc pensant qu'il allait lui demander son chemin, Sophia a retiré ses écouteurs. Ça lui était déjà arrivé que quelqu'un l'interpelle pour demander une route, donc pour le moment, il n'y a rien d'inhabituel pour la jeune fille. Sauf que, à sa grande surprise, l'homme n'était pas là pour demander une direction, mais plutôt pour proposer à Sophia de la ramener chez elle. Néanmoins, bien que surprise, elle a refusé la proposition de cet individu, poliment, en expliquant qu'elle n'avait pas beaucoup de trajet à faire, qu'elle habitait tout près. Mais l'homme ne semblait pas satisfait par la réponse donnée. Il a insisté, encore et encore, et c'est là que Sophia s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Elle a préféré donc ne pas réagir et reprendre sa route tranquillement. Pour elle, l'homme allait lâcher l'affaire, mais elle se trompait. Elle a donc continué de marcher, et c'est là qu'elle a vu que la voiture s'était garée un peu plus loin, devant elle, et que l'homme était lui-même sorti de son véhicule. Elle le voit marcher dans sa direction, et tout de suite, l'instinct de survie de Sophia se met en marche. Elle décide de sprinter le plus rapidement possible jusqu'à chez elle. Bien qu'apeurée, elle avait quand même confiance dans le fait que sa maison était quasiment visible de là où elle était. Donc, c'était une question de secondes. Plutôt que de rentrer par la porte d'entrée, elle décide de rentrer par la porte arrière pour ne pas être visible de l'homme. Dès qu'elle est rentrée à l'intérieur, elle a crié à ses parents d'appeler la police. Ses parents, ne comprenant pas la situation, ont demandé pourquoi et elle a rapidement expliqué ce qu'il s'était passé. Donc, les parents ont fait immédiatement le nécessaire. Rapidement, des policiers sont arrivés sur place. Sophia leur a raconté ce qu'il s'était passé et ayant vu l'individu, elle a même pu donner une description physique plutôt détaillée de ce à quoi il ressemblait. Après cela, les policiers ont décidé de faire un tour du quartier pour voir si l'homme pouvait être retrouvé. Le jour même, ça n'a pas été le cas. Donc, pendant 2 semaines environ, les 2 semaines qui ont suivi les événements, Sophia vivait dans la peur. Elle avait peur de recroiser cet individu, sachant qu'elle devait toujours aller en cours. Et un jour, au bout de ces 2 semaines, la police a contacté la famille de Sophia. Ils demandaient à la jeune femme de se rendre au commissariat car ils devaient lui parler. Elle s'y est donc rendue, et de nouveau, sur place, Sophia a raconté son histoire qu'elle n'avait pas oubliée du tout. Le policier a ensuite montré une photo d'un homme à Sophia, et pour elle, il n'y a absolument aucun doute. C'était bien l'homme qui l'avait suivi. Après avoir reconnu l'individu, la police indique que cet homme a été arrêté. Il était déjà connu des services de police. Connu
pour des faits d'enlèvement, mais aussi des abus sur des mineurs et des femmes. L'homme a été intercepté par la police alors qu'il avait le même comportement qu'il avait eu avec Sofia, mais avec quelqu'un d'autre. Cet événement a profondément marqué Sofia, car d'abord elle se dit qu'elle avait affaire à quelqu'un d'un peu lourd, mais pas du tout à un prédateur. Donc en apprenant cette nouvelle, bien que l'homme ait été arrêté, on va dire que ça a remis une couche de peur sur ce qu'elle avait déjà vécu. Heureusement, elle s'en est sortie. L'autre personne que l'homme a tenté d'enlever aussi, et au vu du passif de cet individu, il n'est pas difficile d'imaginer quel était le sort réservé à Sofia si jamais elle n'avait pas décidé de suivre son instinct. Dans ce dernier témoignage, je vais vous partager ce qu'a raconté Léo. Léo nous dit qu'au moment de son histoire, il était âgé de 15 ans. Nous sommes un soir de juillet 2021, il est à peu près 20 h et à ce moment-là, les parents de Léo n'étaient pas à la maison. Ils avaient emmené sa petite sœur à l'hôpital, heureusement pour quelque chose qui finalement n'avait pas de gravité, et donc Léo était resté à la maison. Peu de temps après le départ de la famille de Léo pour l'hôpital, Léo a appelé un de ses amis demandant s'il pouvait passer chez lui pour jouer un peu. Le père de l'ami en question n'a pas vu forcément de problème à la situation, donc il a accepté. Léo y est donc allé. Des pizzas ont été commandées, les deux amis s'amusaient beaucoup, et vers 23 h, le père de Léo lui a envoyé un message lui disant qu'il devait aller se coucher. C'est vers minuit que le papa de l'ami est entré dans la chambre disant qu'il se faisait tard et que Léo devait rentrer chez lui. Il a proposé de le raccompagner, mais Léo a refusé. Effectivement, le domicile n'était pas très loin de là où il se trouvait, donc il se disait qu'il pouvait rentrer à pied sans souci. Le père de l'ami a même proposé à Léo de dormir à la maison, mais Léo s'est dit que peut-être ses parents ne seraient pas très contents s'il ne passait pas la nuit chez lui, donc il a décliné gentiment la proposition. Il a dit qu'il garderait son téléphone allumé au cas où qu'il y ait le moindre problème. Léo entame donc son trajet pour rentrer. Il y avait de l'activité à l'extérieur, il y avait une fête dans un bistrot du village, donc ce bruit de fond rassurait en quelque sorte Léo. Il se sentait beaucoup moins seul, et après avoir traversé les nombreuses petites ruelles, il se retrouve dans la rue principale du village. Et là il voit une voiture qui est mal garée. Elle est sur le parking de la mairie, et étant la seule voiture garée ici et mal garée, elle attire l'attention du jeune homme. Il décide d'aller sur le trottoir d'en face et il continue sa route, et peu de temps après il se rend compte que la voiture qui était mal garée s'est mise à le suivre. La voiture l'a ensuite dépassé et s'est mise à faire demi-tour. Et c'est là que Léo ne voyait plus grand chose car les phares du véhicule l'aveuglaient. Il s'est juste rendu compte qu'à un moment donné, le véhicule s'est arrêté devant lui. Un homme est sorti de la voiture et s'est approché de lui. Léo était là tétanisé, il ne savait pas ce qu'il se passait, lui était de base un peu dans ses pensées, mais là d'un coup quelque chose l'a fait sortir de tout ça brutalement, et l'homme a demandé à Léo s'il avait un téléphone portable. Il a répondu par un nom plutôt sec. L'homme a semblé être agacé par la réponse négative de notre ami, et il a donc ensuite demandé à Léo où il pouvait joindre quelqu'un. Léo a pointé du doigt le bistrot où il y avait la fameuse soirée, et l'homme s'est retourné et ensuite il a reposé ses yeux sur Léo. Il y a eu quelques secondes où il ne s'est rien passé, mais ensuite il a attrapé la main de Léo très vite, si vite que Léo a eu une légère blessure. En fait, l'homme portait une bague et en agrippant la main de Léo, ça lui a fait une sorte de piqûre. Alors il ne l'a pas piqué, mais en gros, entre l'intersection du doigt et de la bague, ça a griffé la main de Léo. Le jeune homme a réussi à se débattre rapidement et il a reculé tout de suite de plusieurs pas. L'homme, lui, n'a pas cherché ensuite de se rapprocher de lui. Il l'a regardé pendant peut-être 5 secondes et il est retourné dans sa voiture. Et c'est en passant devant les phares que là, Léo a pu le voir un peu mieux. C'était un homme grand qui portait un gilet et un jogging gris taché. Il est ensuite remonté dans la voiture, il a fait mi-tour et il est parti à toute vitesse. Sans réfléchir, à ce moment-là, Léo s'est précipité pour lui rentrer chez lui. Il a envoyé un message une fois en sécurité à son pote pour tout lui raconter. Et surtout, il lui dit de ne pas raconter ce qu'il a vécu à son père, car il sait que son père en aurait parlé à ses parents par la suite. C'est vers 1 h du matin ce soir-là que les parents de Léo sont rentrés. Lui n'a rien fait, il a mimé le fait de dormir, mais il n'a pas réussi à fermer l'œil de la nuit, ayant toujours en tête ce qu'il s'était passé au cours de la soirée. Le lendemain matin, Léo était épuisé. Sa mère a remarqué qu'il s'était mis un petit pansement sur la main et il a justifié le fait qu'il s'était coupé en faisant de la cuisine ou quelque chose comme ça. Sa maman, ne se doutant absolument pas de ce qui s'était passé, n'a pas posé plus de questions. Léo ne leur en a jamais parlé, mais cette fameuse soirée est restée dans sa tête. Ce qui anime cette pensée, c'est qu'il se pose des questions. Qu'est-ce que cet homme voulait? Qu'est-ce qu'il se serait passé si Léo ne s'était pas débattu? Et sur le coup, il regrette profondément de ne pas avoir accepté l'offre du père de son pote d'être ramené, car il sait que si jamais ça avait été le cas, jamais il n'aurait vécu cette situation qui l'a marqué. Mais donc,
qu'est-ce que cet individu voulait? Est-ce que cet homme voulait le dépouiller ou autre chose? Ça, c'est une question à laquelle Léo ne peut pas répondre, et n'ayant aucune piste, nous non plus. Mesdames et messieurs, nous en avons fini pour ces histoires, pour cette dernière vidéo de l'année. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez passé un bon moment, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram si le cœur vous en dit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite un très bon réveillon du jour de l'an pour ceux qui ont des soirées de prévues. Après, avoir une petite soirée cosy, ça fait du bien aussi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des résolutions d'ailleurs pour 2025 ou des objectifs que vous voudriez atteindre dans les commentaires. J'irai voir ça avec grand plaisir. Moi, je vous dis à l'année prochaine, à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!